Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous concerne tous, la technologie dans notre vie quotidienne. Ampoule téléphone, Internet, Wi-Fi, réseaux sociaux. On utilise ça tous les jours. Quels sont les avantages de la technologie? Communication rapide, accès à l'information, médecine moderne, travail facilité. Peut-on vivre sans téléphone ni Internet aujourd'hui? Très difficile, beaucoup d'activités se font en ligne. La technologie présente-t-elle aussi des dangers? Oui, dépendance aux écrans, problèmes de santé, isolement social. Maintenant, nous allons lire un texte de Michel Rivasi. Le Wi-Fi dans le métro n'est pas une nécessité, mais un danger. Le Wi-Fi dans le métro n'est pas une nécessité, mais un danger. Le 26 juin 2012, le Wi-Fi s'est installé dans le métro parisien. Parce qu'aujourd'hui, il faut pouvoir se connecter partout, tout le temps, et vite. Parce que la 3G ne suffit plus pour surfer confortablement. Et parce que faire payer, à terme, les utilisateurs, est une activité qui peut s'avérer lucrative. Plus de confort pour lire son journal sur Internet donc, mais aussi plus de risques pour notre santé. Cela fait des décennies que des études indépendantes montrent les effets indésirables des champs électromagnétiques. Les mécanismes de contrôle biologique de notre corps peuvent être atteints, et ce à des seuils bien inférieurs aux limites d'exposition actuelles, basées exclusivement sur les effets thermiques. Malheureusement, d'autres études, beaucoup moins indépendantes car financées par les opérateurs de téléphonie mobile, viennent souligner le manque de recul sur la question et font douter de la dangerosité de cette nouvelle technologie. Mais la réalité est tout autre. Les ondes sont désormais partout, dans les jardins, les bibliothèques, les restaurants, nul n'est épargné. Nous évoluons au milieu d'un invisible nuage de pollution, l'électrosmog, que nous le voulions ou non. Installer du Wi-Fi dans le métro, sans aucune étude d'impact sanitaire préalable, est d'autant plus dangereux en raison de l'effet cage de Faraday. Les ondes se répercutent dans les wagons clos en métal, ce qui a pour effet d'accentuer le niveau d'intensité du champ électromagnétique. Les tunnels favorisent également la concentration de ces champs, et là encore, les effets néfastes sont amplifiés. Le Wi-Fi émet des ondes pulsées en permanence. Cela provoque chez les personnes sensibles des troubles de la mémoire, des maux de tête insupportables, nausées, vertiges, insomnie, et parfois même des cancers. Les personnes souffrant du syndrome de l'électro-hypersensibilité sont de plus en plus nombreuses. Si elles ne représentent pour l'instant qu'environ 2% de la population, ce chiffre pourrait rapidement grimper. Nous sommes déjà bombardés en permanence de micro-ondes issues des antennes relais GSM, 2G, 3G UMTS, WiMAX, de téléphones sans fil DECT, de babyphones, de réseaux sans fil, Wi-Fi, WLAN. La demande vient-elle réellement des consommateurs ou des opérateurs qui savent la créer? Michel Rivasi, députée européenne, le Huffington Post, samedi 30 juin 2012. Le Wi-Fi dans le métro, une super idée ou un vrai danger pour la santé? C'est la question un peu choc que posait une tribune en 2012. Et ce texte, on va le décortiquer ensemble parce que son histoire, on va le voir, est assez incroyable. Alors, ce qui est fou avec ce texte, c'est ce qui lui est arrivé après. Figurez-vous qu'en 2012, c'est une tribune. Et 5 ans plus tard, ça devient un sujet pour le bac de français au Liban. Rien que ça. Ça montre bien que l'argumentation est solide, ou en tout cas qu'elle est suffisamment riche pour qu'on s'y penche de plus près. Et c'est justement ce qu'on va faire. Alors, pour bien suivre le raisonnement de l'auteur, on va suivre son plan pas à pas. D'abord, on verra les arguments pour le Wi-Fi, puis on plongera dans les risques supposés pour la santé, l'effet de cage de métal, ce fameux syndrome d'électro-hypersensibilité, et on terminera sur les conflits d'intérêts et la grande question, au final, à qui ça profite. Allez, on commence. Et la stratégie de l'article est plutôt maligne, en fait. Avant de nous donner sa propre vision, sa thèse, l'auteur commence par exposer les arguments du camp d'en face, ceux qui sont pour le Wi-Fi. C'est un peu comme si elle disait « Ok, voilà ce qu'on nous dit, et maintenant, je vais montrer pourquoi ce n'est pas si simple. » Alors, quels sont ces fameux arguments? D'après l'article, il y avait 3 grandes raisons qui poussaient à installer le Wi-Fi. La première, c'est ce besoin très moderne d'être connecté absolument partout, tout le temps et, si possible, très vite. La deuxième, c'est un argument plus technique. À l'époque, la 3G, ça ramait un peu, ce n'était plus suffisant. Et enfin, le troisième pilier, sans surprise, c'est l'argent. C'était vu comme une nouvelle manne financière hyper intéressante pour les opérateurs. Voilà pour le décor. Et c'est là, juste après avoir posé ses arguments, que le texte bascule complètement. Il sort son argument massu, tout ce confort, il aurait un coût caché qui se paierait sur notre santé. Cette phrase résume parfaitement le cœur du problème selon l'auteur. C'est une sorte de balance. D'un côté, le confort de lire son journal en ligne, de l'autre, les risques pour la santé. Pour elle, c'est mécanique. Les deux sont liés.
Plus de technologie, c'est forcément plus de risques. Et pour appuyer son propos, l'article se base sur la science. Enfin, sur une certaine science. L'auteur évoque des décennies d'études qu'elle qualifie d'indépendantes. Et d'après elle, ces études montraient déjà à l'époque des effets néfastes des ondes sur notre corps, même à des niveaux d'exposition inférieurs aux limites légales. Il faut se rappeler qu'à ce moment-là, ces limites prenaient surtout en compte ce qu'on appelle l'effet thermique. En gros, le risque que les tissus s'échauffent, un peu comme dans un micro-ondes. Ok, mais on pourrait se dire, des ondes, il y en a partout. Pourquoi le métro serait-il un cas particulier, un endroit plus dangereux ? Eh bien, l'auteur a une réponse qui repose sur 2 concepts scientifiques pour expliquer comment cet environnement bien précis pourrait amplifier le danger. Le premier concept, c'est celui d'électrosmog, un mot un peu barbare pour parler de ce qu'on appelle aussi le brouillard électromagnétique. En gros, le texte le décrit comme une forme de pollution invisible qui est générée par absolument tous nos appareils électriques et électroniques. L'idée, c'est qu'on baigne en permanence dans cette soupe d'ondes si on veut. Et le deuxième concept, c'est celui de la cage de Faraday. Ça, c'est un principe de physique assez connu. Comme le rappelle une note dans l'article, il s'agit d'une structure métallique qui a la propriété d'isoler ce qui se trouve à l'intérieur des champs électriques extérieurs. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est quand on combine les deux. Selon la thèse de l'article, les wagons en métal du métro, et même les tunnels, se comporteraient exactement comme des cages de Faraday. Sauf que là, le problème, c'est que la source d'onde, le Wi-Fi, elle est à l'intérieur. Du coup, au lieu de se disperser tranquillement, les ondes se mettraient à rebondir sur les parois métalliques, à se réfléchir, à se concentrer, et au final, ça intensifierait le champ électromagnétique. On serait donc exposé à des doses beaucoup plus fortes que si on était à l'air libre. Après la physique, le texte en vient aux conséquences directes sur l'être humain. Il met un nom sur la pathologie que ces ondes seraient susceptibles de provoquer, c'est le syndrome d'électro-hypersensibilité. Et pour donner du poids à cet argument, l'article avance un chiffre pour l'année 2012. 2% de la population serait déjà touchée. Et derrière ce chiffre, il y a un avertissement très clair. Avec la multiplication des sources d'ondes partout autour de nous, ce pourcentage ne pourrait qu'augmenter de façon exponentielle. Et ce qui est vraiment marquant, c'est la gravité des symptômes qui sont listés dans le texte. L'auteur les attribue directement aux ondes pulsées du Wi-Fi, et la liste est assez inquiétante. On parle de problèmes de mémoire, de maux de tête décrits comme insupportables, de nausées, de vertiges, et ça va même jusqu'à l'évocation de cas de cancer. En fait, dans la logique de l'article, le Wi-Fi dans le métro, ce n'est pas le début du problème. C'est plutôt la goutte d'eau qui fait déborder un vase déjà bien plein. L'auteur utilise un mot très fort, elle parle de bombardement de micro-ondes. L'idée, c'est qu'on est déjà surexposé en permanence, que ce soit via les antennes relais, nos téléphones sans fil à la maison, et même les babyphones. Alors, la question qui se pose, c'est si les dangers sont si graves, pourquoi tout le monde n'est pas d'accord là-dessus ? Pourquoi ça ne fait pas consensus ? L'article a sa petite idée sur la question. Le débat scientifique serait volontairement entretenu, brouillé, par d'énormes conflits d'intérêts. Et cette opposition est très claire. D'un côté, l'auteur met en avant ce qu'elle appelle les études indépendantes, celles qui, selon elle, démontrent les risques, et de l'autre côté, elle dénonce les études qui sont financées par les opérateurs de téléphonie. Et selon son analyse, le but de ces études-là n'est pas de trouver la vérité, mais simplement de créer du doute, en répétant à l'envi qu'on manque de recul, qu'on n'est pas sûr. Et cette accusation, elle mène tout droit à la conclusion de l'article. On sort du débat purement scientifique ou sanitaire pour entrer dans une dimension plus politique, plus économique. La vraie question devient, au fond, à qui profite le crime ? Et l'article se termine là-dessus, sur cette question laissée en suspens. C'est une question rhétorique, bien sûr, mais elle est puissante. Elle sous-entend que ce besoin qu'on ressent d'être connecté en permanence, eh bien, ce n'est peut-être pas un désir authentique, mais plutôt un besoin qui a été créé, fabriqué, par ceux qui ont un intérêt économique à ce qu'on le ressente. Et le plus fou, c'est que plus de 10 ans après, cette question, elle, est toujours aussi pertinente. Lexique 1. Métro, un moyen de transport en commun urbain, le plus souvent souterrain et qui ressemble au train. 2. Lucrative, rentable, qui rapporte de l'argent. 3. Thermique, qui se rapporte à la chaleur. 4. Opérateur, personnes qui font fonctionner un appareil ou une machine. 5. Électrosmog, effet secondaire indésirable qui survient avec tout appareil et câble électrique et électronique. 6. Cage de Faraday, cage métallique qui permet d'isoler une portion d'espace. 7. Wagon, voiture d'un train aménagé pour le transport des hommes, des marchandises, du bétail. 8. Syndrome, ensemble de symptômes signalant une anomalie ou une maladie. Le champ lexical du danger et du risque dans le texte comprend plusieurs mots et expressions qui montrent les effets négatifs possibles des ondes électromagnétiques.
On trouve par exemple risques, effets indésirables, dangerosité, invisible nuage de pollution, électrosmog, dangereux, effets néfastes, troubles de la mémoire, maux de tête insupportables, nausées, vertiges, insomnie, cancer, souffrant du syndrome, et bombardé. Ces termes soulignent l'idée que les ondes peuvent représenter une menace pour la santé et renforcent l'argumentation de l'auteur sur les dangers possibles du Wi-Fi dans le métro. Formulation brève du propos du locuteur. Le Wi-Fi présente de graves dangers, de multiples risques, des effets nocifs, engendrés par l'exposition prolongée du passager, des transports en commun aux ondes électromagnétiques. Sa présence indésirable dans le métro influe sur les usagers et non-usagers dont la santé et le bon fonctionnement de l'organisme sont affectés, ce qui se manifeste par des symptômes physiologiques visibles comme la fatigue, la douleur et le malaise et par des proliférations cancéreuses. Les 2 points de vue sur le Wi-Fi. Premier point de vue, le Wi-Fi n'est pas dangereux. Ceux qui soutiennent ce point de vue considèrent que le recours au Wi-Fi n'est pas un danger, contrairement à ce que certains prétendent. Ce point de vue est généralement issu d'études financées par les opérateurs de téléphonie mobile, donc moins indépendantes. Exemple, le Wi-Fi n'est pas si risqué qu'on le dit. Deuxième point de vue, le Wi-Fi est nocif. Selon ce point de vue, le Wi-Fi et les champs électromagnétiques ont des effets nocifs sur la santé. Ce sont les études indépendantes, réalisées depuis des décennies, qui le montrent. Les effets, troubles de mémoire, maux de tête, fatigue, insomnie, parfois même cancer. L'adverbe modalisateur, malheureusement, souligne la prise de position de l'auteur. Michelle Rivasi montre que, selon elle, le Wi-Fi présente un danger pour la santé. Elle précise que d'autres études, beaucoup moins indépendantes, car financées par les opérateurs de téléphonie mobile, minimisent les risques et mettent en doute la dangerosité réelle de cette nouvelle technologie. L'anaphore, parce que, L1-3, énumère les 3 arguments des défenseurs du recours au Wi-Fi dans le métro en créant un effet de martèlement soulignant. 1. La nécessité d'être joignable à tout moment, partout et rapidement. 2. Le besoin de faciliter la navigation sur Internet que la 3G ne garantit pas suffisamment. 3. Les revenus considérables que tirent les opérateurs de l'usage du Wi-Fi par les consommateurs. La valeur de l'énumération. Le locuteur y recourt pour citer la grande série d'inventions qui émettent des ondes nocives, ce qui produit un effet d'accumulation soulignant la multitude des dangers qui menacent l'homme moderne exposé ainsi aux ondes, volontairement ou involontairement. La valeur de l'interrogation rhétorique à la fin du texte. Il s'agit d'une interrogation rhétorique qui n'attend pas de réponse directe. La valeur de l'interrogation rhétorique. Cette question, la demande vient-elle réellement des consommateurs ou des opérateurs qui savent la créer, pousse le lecteur à réfléchir sur la responsabilité de l'usage du Wi-Fi et des technologies. Elle met en doute l'idée que les consommateurs choisissent librement, et soulève le rôle des opérateurs dans la création artificielle du besoin.